Eh bien, parfait pour la question de la recherche. Donc, moi, globalement, ce que je voudrais comprendre, c'est comment parlent les start-upers. Bon, question simple, on va articuler au moins en deux parties. D'une part, je voudrais savoir, non pas la réalité, mais les perceptions. C'est-à-dire comment l'homme de la rue en France pense et parle les start-upers. Parce que quand je dis aux gens, n'importe qui, je dis le langage de start-up, tout le monde dit ah, comme si tout le monde savait ce que c'était. C'est-à-dire, c'est un objet qui est perçu dans la société, en tout cas. Et donc, pour faire ça, je suis en train de regarder justement des parodies assez variées. Aujourd'hui, je vais vous montrer des vidéos YouTube, des vidéos que je trouve sur YouTube, pour avoir accès donc, aux représentations qui circulent, notamment dans la période de 2017 jusqu'à aujourd'hui, mais surtout 2017-2020, sur ces types de langage. Et aussi, ce qui m'intéresse, c'est de voir si ces représentations-là sont connotées sur le plan idéologique, car ils le sont. Et puis, je voudrais aussi comparer les représentations avec la réalité des pratiques, c'est-à-dire de voir comment elles parlent pour de vrai. Donc, pour voir ça, pour l'instant, je me base sur des interviews qui sont issues d'un podcast, mais à terme, l'idée, c'est aussi d'aller faire du terrain, ça, je vous le réglerai à la fin. Donc, en fait, quelles sont les spécificités des pratiques langagères et interactionnelles dans ces milieux, en sachant que quand je dis milieu, c'est assez vague aussi, c'est-à-dire que c'est assez large. Donc, quand on parle de start-up, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on peut délimiter facilement. C'est plus une question de l'esprit ou mindset que des réalités du type d'entreprise. Donc, ce qui va être un peu une difficulté. Donc, quelles sont ces pratiques et quelles sont les connotations identitaires de ces pratiques? C'est-à-dire, de quel moment, en parlant, on se présente en tant que start-upper quelque part. Donc, je vais vous présenter deux petites analyses. La première sur les corpus des parodies et la deuxième sur les interviews. Les corpus des parodies, c'est un corpus encore en cours de collecte. Disons, il est assez ouvert, mais globalement, j'ai une dizaine de vidéos. Puis j'ai d'autres choses, mais que je ne vous montrerai pas aujourd'hui, que j'analyse avec une approche assez expérimentale, inspirée d'une part de l'analyse du discours de production parodique, donc avec l'idée que les parodies sont une clé d'accès pour comprendre donc, les regards que la société porte sur quelque chose, et d'autre part de la citizen social linguistics, donc avec globalement comme paradigme l'idée de regarder ce que les gens, c'est-à-dire l'homme de la rue, n'importe qui, les analyses faites par les gens sur les productions socio-linguistiques. Et ça, concrètement, c'est base notamment sur l'analyse des commentaires YouTube, par exemple, aux vidéos que je suis en train de regarder. Je vous ai préparé 3 petits extraits donc, dans ce corpus de parodie. Dans la première, donc, vous avez ce mec-là avec le petit pull rouge. Il est le créateur de la start-up. C'est une start-up bidon, bien évidemment, où il y a que 3 personnes qui travaillent, dont un stagiaire. Et donc là, lui, c'est le chef de l'entreprise. Il va parler avec le stagiaire. Cette année, j'ai appris à maîtriser un jargon particulier, propre aux startups. On devrait brainstormer ASAP, toi et ton N+1 sur le benchmark de Cédric. Voilà, on est en réunion à 17h, tu prépares un PowerPoint pour pitcher sur les différents CA du 2e et 3e trimestre. D'accord? Note. Donc ici, il y a une référence très explicite au langage. Il parle lui-même d'un jargon particulier qu'il aurait appris du moment où il a monté son entreprise, propre aux startups. Et puis on a un exemple de ce langage, bien sûr, c'est caricatural, il y a un effet comique. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dans ces courts extraits? On va avoir plusieurs indicismes, avec des sigles aussi, comme ASAP, donc as soon as possible. On va avoir également des sigles en français, CA par exemple, c'est chiffre d'affaires. On va avoir une apocope, pour réunion. Et aussi, ce que je trouve intéressant, qu'il y a aussi des références à des modalités pour le coup de discours. C'est-à-dire, on parle de pitch, on parle de PowerPoint. Donc, il y a aussi des outils qui vont être typiques du monde de startup qui sont mentionnés. L'effet comique, bien sûr, est donné par le fait que le stagiaire ne comprend rien, comme on peut le voir de son regard dans le vide, et du fait qu'on voit bien que c'est un discours qui est inutilement compliqué. Si l'on regarde les commentaires des utilisateurs qui vont regarder ces vidéos sur YouTube, alors ça c'est une sélection, bien sûr, c'est pas tous, il y a plusieurs éléments récurrents. Il y a l'idée que c'est quelque chose de vraisemblable.
Ah oui, c'est tellement ça. Ah oui, les gens, il y a vraiment des gens qui parlent comme ça. C'est vrai, moi, je bosse en entreprise, etc. Il y a beaucoup de références à Macron. C'est-à-dire qu'il y a un parallèle qui est établi immédiatement. Alors, dans la vidéo, on ne parle jamais de politique explicitement, on parle de start-up. Immédiatement, Startup Nation, comme l'avait dit Macron, ou alors la start-up en marche, en gros, Startup Nation, la start-up des Macron, etc., des macronistes des chocs, etc. Bien sûr, avec un regard critique, Startup Nation, yeah, bleu, avec des petites émojis qui vomissent. Il y a aussi une référence aux Parisiens, la vision du monde vue par des Parisiens. Donc, il y a quand même un parallèle qui s'établit aussi à ce niveau-là. Et il y a certains commentaires qui vont être plus explicites sur le langage, et notamment sur les mots anglais. Utiliser des mots anglais pour faire genre les mecs qui gèrent son sujet. Donc, les mots anglais comme construction identitaire de quelqu'un qui gère alors qu'en vrai, on ne comprend rien. Tous ces mots anglais, c'est insupportable, on s'est cravé chez le macroniste. Deuxième extrait, lui c'est Karine Duval. Karine Duval, c'est un humoriste qui a fait tout un spectacle donc en 2019 sur la start-up. Ça s'appelait Stand-up Start-up. Donc, et là, c'est un petit sketch qui s'appelle Élever son enfant en mode start-up. Nous appliquons actuellement la méthode Scrum à l'acquisition de la propreté de notre fils. Concrètement, on veut créer un cadre de travail holistique itératif qui se concentre sur un objectif commun. Très concrètement, on veut qu'il fasse dans le pot. Pour cela, eh bien, à chaque accident, on va faire un stand-up meeting avec Bilbou. On va en discuter de façon horizontale, non descendante, et on itère. S'il le faut, on utilise des post-it. Cycle de développement court. Oh my god. Ah, les post-it, ouais. Il y a les post-it, ça. Il y a les post-it et il y a une autre référence qui est au stand-up meeting. Donc, vous connaissez peut-être, c'est un type de réunion un peu particulier, donc qui est très proposé dans les startups ou dans certains types d'entreprises, qu'on fait tous les jours. Elle doit être très courte, il faut la faire debout. Donc ici, on a quand même quelques anglicismes, mais pas tant que ça. Alors, il y en a d'autres dans d'autres moments dans la vidéo. Donc, on a Scrum, le stand-up meeting. On a aussi les noms des enfants qui est intéressant, qui s'appelle Bibou, donc de haut. Mais on a surtout un langage, disons, managérial, langue de bois, je vais appeler, donc un cadre de travail holistique itératif qui se concentre sur un objectif commun, etc. L'organisation horizontalement descendante et unitaire, donc c'est l'unitaire extrêmement utilisé dans la milieu startup. Et puis l'effet comique est donné aussi par les contrastes avec l'expression familière qui passe dans les cours, qui traduit alors que tous ces langages complexes dans la réalité des choses. Donc, une sélection des commentaires, à nouveau, cette fois-ci, on voit, il y a quand même des références au gouvernement. Là, on dirait un troll, la République en marche, les gouvernements. Mais ici, du coup, c'est les gouvernements quand ils s'occupent de l'éducation des enfants. Ou alors, les programmes et les discours de l'éducation nationale. Donc, on voit bien que c'est les partis politiques, mais par extension, du coup, c'est quelque chose qui va toucher donc, aussi l'éducation nationale. Puis toujours, bon, ils existent, c'est exactement ça, ils existent vraiment, je les ai rencontrés, donc ces gens existent pour de vrai. Et une référence au franglais débile, donc là aussi, bon, il y a des imbéciles, c'est quelque chose de stupide. Et c'est inquiétant aussi, hein. Je dois avouer que vous me faites faire tellement tout ce que vous dites semble possible. Comme c'est possible, c'est inquiétant. Troisième vidéo, alors ici c'est une vidéo qui s'appelle French Tech, dans laquelle on a une fausse entreprise qui s'appelle Carotte 4.0, qui présente donc son entreprise. Ah, il faut savoir que les comédiens, là, c'est dans les vrais comédiens, c'est des vrais start-upers qui ont fait cette vidéo, et donc en fait, c'est une autoparodie. Aujourd'hui, avec Carotte 4.0, on fait confiance au big data mining du cloud pour sortir en real time des concepts innovants en adéquation avec la demande du consommateur. Concrètement, ça veut dire que tous les jours, on peut faire une nouvelle levée de fonds avec une nouvelle idée de ouf. Ce qui fait qu'on n'est jamais à court de pognon et on accumule grave. Donc
Donc ici, on va avoir deux voix, deux personnages. Hein. Donc la première qui va être la voix de cette langue de bois, en fait, utilisant un langage, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Il y a la représentation graphique qui va avec, là, elle est carrément montrée. On a plusieurs anglicismes, donc real-time, cloud, etc. Et un langage un peu managérial, la demande de consommateur, concept innovant, etc., etc. Et puis, on a la deuxième partie, on a une sorte de traduction entre guillemets, c'est pas une vraie traduction, mais on commence en disant concrètement ça veut dire que, donc c'est quelque chose qui dévoile hein, ce qu'il y a derrière ce type de langage. Et en fait, là, on va trouver un langage qui est très familier, voire jeune, avec même du verlan, du vieux verlan, mais quand même une idée de ouf, on a comme une grave, qui dévoile la vérité hein, des objectifs de l'entreprise, qui est gagner de l'argent, globalement. Donc, les commentaires à cette vidéo sont spécialement, comment dire, colériques, parce que les utilisateurs n'ont clairement pas compris que c'est une vidéo qui a été faite par des startupers. En fait, ils la prennent tous pour une vidéo vraiment de dénonciation, alors que ça l'est relativement. Mais en tout cas, on a des références répétées à Macron, mais c'est du plagiat, c'est les programmes de la République en marche. On retrouve Startup Nation. Voilà, on parle de bullshit. Et là, il y a beaucoup de commentaires qui portent vraiment sur les langages. Donc, les nouveaux modèles social technocratie, du blabla incompréhensible, du blabla anglo-français qui ne veut rien dire, blabla marketing foireux. Encore des commentaires qui disent oui, c'est vrai, il y a des gens qui parlent vraiment comme ça, notamment en Paris, parce qu'il dit il y a l'avant-dernier, je pense qu'ils ont juste dû retranscrire un interview de start-upers parisiens. Donc, on a là aussi une petite référence à Paris. Et finalement, les derniers, il nous dit en fait, c'est sans cervelle stupide, c'est une langue bien tendue pour endormir les peuples, tel cas dans le livre de la jungle. Donc, non seulement c'est stupide, ça veut rien dire, mais c'est manipulateur. Donc, globalement, dans plus ou moins toutes les vidéos de mon petit corpus, j'ai retrouvé des éléments récurrents. Il y a toujours les anglicismes, il y a de la langue de bois, donc du langage managérial, mais il y a aussi beaucoup de langage familier, voire jeune, donc qui souvent est en contraste avec la langue de bois. Et aussi, à plusieurs reprises, il y a une évocation plus ou moins explicite des formats discursifs et outils de communication comme le post-it et comme le pitch. Les représentations de ces langages qu'on peut retrouver donc, dans ces parodies, on a avant tout un parallèle très net Startup Macron qui est fait, et par moment aussi avec Paris. Et comment est défini par les commentaires YouTube ces langages, globalement, il est incompréhensible, mais même pour ceux qui l'utilisent, ils ne parlent pas eux-mêmes, c'est du franglais. C'est très vraisemblable et donc c'est inquiétant parce que ça nous parle de comment est la société aujourd'hui. Ça peut être utilisé pour manipuler et c'est aussi quelque chose de pervasif dans la mesure où ça ne reste pas dans l'entreprise parce que ça sort, par exemple, et ça peut aller contaminer l'éducation des enfants. Donc, ça, c'est ce qu'on voit dans les parodies. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'en vrai, ils parlent comme ça? Donc, pour faire ça, pour l'instant, je me base sur un podcast. Donc, le but, ça va être d'avoir d'autres sources. Là, j'ai choisi ce podcast parce que c'est un podcast qui était très, très connu dans le milieu startup, notamment dans les années importantes du phénomène, c'est-à-dire entre 2016 et 2017. Moi, j'ai pris le début du podcast, une vingtaine d'interviews, toujours avec des personnes qui ont créé des startups. Même si avec des rôles un peu différents. Et à chaque épisode, on a l'intervieweur et l'interviewé. Et l'interviewé, globalement, est présenté comme quelqu'un qui a eu un parcours professionnel en dehors des sentiers battus. Donc, le but du podcast, c'est d'inspirer le public. Hein. L'intervieweur, c'est un jeune qui vient de sortir de l'école de commerce, il a essayé de monter une startup, il a échoué, il ne sait pas quoi faire dans sa vie, et il a lancé ce podcast. Et ce podcast a un succès vraiment très, très important dans le milieu. Les invités sont pour la plupart jeunes aussi, plus ou moins. En tout cas, elles se présentent plutôt comme jeunes. Bien sûr, c'est un corpus qui fait partie des médias, comment dire, c'est une mise en scène médiatique. Donc, ce n'est pas une conversation complètement authentique, mais qui reste extrêmement informelle. Vous allez voir dans les types d'échanges. Donc, on a une impression de proximité dans les échanges. Le but, ça va être surtout de construire un peu un personnage d'entrepreneur à succès qui est censé inspirer l'audience.
La méthodologie que j'utilise, principalement celle de l'analyse interactionnelle, et notamment ce que je regarde surtout, ça va être comment, dans l'interaction, on crée, on projette des identités, dans le spécifique, une identité d'entrepreneur. Et quel type d'entrepreneur? Donc, pour l'instant, je suis en train de regarder ces corpus, et notamment, j'ai travaillé sur les traits de langage jeunes. J'ai un article qui va normalement apparaître dans un numéro de langage de société qui porte sur le langage jeune. Et donc, ce que je fais, c'est de voir par rapport aux résultats de nombreuses études qui décrivent le langage de jeunes des banlieues, qu'est-ce qu'on va retrouver chez les start-upers, c'est-à-dire est-ce qu'on retrouve des traits typiques du langage des jeunes défavorisés également chez ces jeunes-là. Et notamment, je me suis focalisée sur les anglicismes, qui sont quand même très présents, et sur leur rôle dans la construction identitaire. Là, je vais vous montrer juste quelques exemples de phénomènes les plus récurrents. Alors, il y a beaucoup d'anglicismes. Il y en a qui sont plus techniques, disons, comme je dis pas Scrum, etc. Mais il y en a aussi beaucoup qui relèvent plutôt du langage commun. Donc là, vous avez quelques exemples. On a closé 9000, j'étais spotée par un mec. On va voir si on a un bon fit au niveau du mindset et des valeurs. Il faut retrouver des choses qui te motivent, qui te drive ou quoi. La prochaine step, ce qui me fait vibrer, c'est là où je vois un putain de challenge de dingue. Donc, on va voir tout un tas de mots qui sont assez connotés, parce que c'est très utilisé dans les startups, qui ont des équivalents en français, mais qui pourtant ont acquis des nuances probablement qui sont différentes en anglais. C'est-à-dire, le fait de dire challenge, ça va évoquer quelque chose qui est probablement différent que de dire défi. Mais il n'empêche qu'à la base, il y avait un équivalent français, même si ce ne sont pas des emprunts du type technique, en tout cas. On retrouve aussi énormément d'apocryphes, ce qui est assez cohérent avec l'évolution du français en général, hein, mais avec certaines spécificités. On a beaucoup d'apocryphes, disons, de termes plus ou moins professionnels. Par exemple, on va retrouver presta, qui veut dire à la fois prestataire et prestation. Donc, ce nom presta, ça peut être les deux. Et on va retrouver aussi pas mal d'apocryphes à partir des termes anglais. Par exemple, le lead, c'est un terme très utilisé. Et là aussi, il y a une ambiguïté parce que ça peut être à la fois le leader, mais aussi plus ou moins le leadership. Par exemple, il y a quelqu'un qui va être un lead sur cette retraite-là. En revanche, il ne sera pas le lead sur la prochaine retraite. Ou alors, on peut retrouver par exemple le terme dev. Alors, est-ce que c'est une apocryphe du français développeur ou de l'anglais? Et alors, quand c'est dev tout seul, ça va être plutôt développeur français. Mais après, quand on retrouve par exemple BizDev, ça va être business developer. Bon, ça entre les deux. On a marketer aussi, donc on retrouve quelques termes aussi où on a d'un point de vue morphologique des dérivations différentes à partir de l'anglais comme marketing. Un autre phénomène assez intéressant et qui est fait un peu le lien avec le langage des jeunes, c'est l'utilisation de ces verbes, ces substantifs des verbes focus, extrêmement utilisés et très connotés aussi, très référencés dans le langage de startup. En fait, dans mon corpus, on retrouve focus avec plein de fonctions dans les discours. Tu perds les focus, donc substantif, mais il faut être focus. Ça doit aider à focus. Tu les focus, mais aussi tout un tas de formes dérivées avec c'est du défocus, je me défocus, ou alors quelqu'un qui est un focus avec le préfixe anglais. Et ça, c'est un phénomène qui a été étudié dans les langages des jeunes, mais pour le coup avec des termes soit en berlin comme pécho, je pécho, on va pécho, ou alors avec des termes, des emprunts, mais pas de l'anglais, des emprunts par exemple de langue tzigane, comme il s'est fait marabe, il te marabe. Mais qui n'est pas, sinon en français normal, disons normalement, on ne le retrouve pas. Je regardais aussi bien évidemment s'il y avait de l'argot du berlin. Alors il y en a, mais en fait, quand on regarde bien, on se rend compte que ce type d'expression jeune, c'est des expressions jeunes devenues vieilles. C'est-à-dire qu'on retrouve des termes en berlin, mais qui sont insérés dans le langage depuis extrêmement longtemps, comme ouf, qui est rentré quand même depuis très longtemps, ou alors des expressions d'argot. Alors par exemple, thune, bon, c'est depuis le XVIIe siècle qui est attesté, donc c'est sûr que c'est pas récent, ou alors des expressions du type c'est canon ou c'est de la bombe.
En sachant que, juste pour donner un exemple, C'est de la bombe est devenu à la mode en 98, parce qu'il y avait une chanson qui disait C'est de la bombe, bébé. Des Seine-Saint-Denis. Non, des Seine-Saint-Denis style du groupe Suprême Intel. Par contre, après, on retrouve d'autres traits qui, pour les coups, sont plus récents, en tout cas qui ont été étudiés plus récemment dans les discours jeunes, comme si on regarde d'un point de vue de la syntaxe de l'oral, les formes des discours rapportés. Donc, il y a eu plusieurs études sur les langages jeunes pour les discours rapportés et sur les nouveaux introducteurs du type il m'a fait genre, elle était en mode, il m'a fait. Et aussi avec des particules à la fin, des particules d'extension, donc il m'a dit ça et tout, et nanana, etc. Et ça, par exemple, on retrouve vraiment beaucoup dans mon corpus. Donc, quand on lit ça, on fait ah ouais, mais en fait, il y a vraiment des manières vachement plus cool de faire son job et tout. Tout le monde était la bouche de la mâchoire jusqu'en bas, genre, j'avais jamais entendu ça, etc. Nanana, etc. Je vous ai préparé juste un petit extrait à écouter. J'aime bien cet extrait parce que je trouve qu'il montre bien cette espèce de double côté, langage jeune, style relâché, détendu, mais également avec plein d'anglicismes plus ou moins techniques. C'est une espèce de success story. En fait, la personne interviewée raconte une anecdote d'une fois où il pensait avoir eu un échec, mais en fait, cet échec se révèle être un gros succès. Et c'est d'ailleurs quelque chose d'assez récurrent en fait, dans tous les discours sur la start-up ou sur l'entrepreneur. Les échecs, en fait, ils sont des succès, les succès sont des échecs, c'est toujours très lié. Et donc là, il raconte ça, je vais vous le faire écouter. Et en fait, on a lancé la campagne qui s'appelait Bref, sortez couverts. C'était une campagne de lutte contre SIDA en partenariat avec Bref. Et ça a tout cassé. C'est-à-dire que ça a tout explosé. On a mis en ligne l'application avec un post Facebook. C'était l'époque où il y avait encore des applications Facebook. Donc, le truc a cartonné. On a récupéré des datas, donc les adresses mail des utilisateurs. Et au bout de 5 minutes, en fait, l'application était offline. Donc, en fait, Canal t'a payé 30 000 balles pour une application Facebook sur Bref, qui est un peu la série dont tout le monde parle. En termes d'engagement, de communication, génère des dizaines de milliers de commentaires. Au bout de 10 minutes, ça ne marche pas, Canal fail, c'est foire, nanana. Et donc, toi, tu es en train de lancer ta première campagne, en fait, ça ne marche pas. Au bout de 5 minutes, sur la marque la plus chaude de l'audiovisuel. Et donc là, énorme fail, je flippe un peu. J'appelle les équipes de Canal, je leur dis voilà, je comprends. Enfin, j'appelle mon dev qui me dit je ne sais pas ce qui s'est passé. J'appelle les équipes de Canal en disant je suis désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé, l'application est offline. Et ils me disent, OK, on vient vers toi. Ils appellent l'équipe de Facebook. Et les mecs de Facebook leur disent, en fait, on a eu tellement de connexions sur cette application-là qu'elle a été flaguée chez Facebook et qu'ils l'ont retirée. Et dans 5 minutes, ils vont la remettre en ligne. Mais ils n'ont jamais vu ce niveau d'engagement, de connexion sur une application en France. Et donc, du coup, pour eux, c'était un spam. Bon. Juste un petit exemple, vous pourrez reconnaître assez facilement les termes dont j'aime, parce que j'aime pas spécialement récent. Il y a plusieurs trucs aussi, ça évidemment. En plus, il y a énormément d'occurrences de trucs. Il y a plusieurs anglicismes, des noms relativement techniques, comme data, offline, spam, flagué. Et donc, globalement, on retrouve un langage qui est quand même relâché, relaxé, familier, mais avec aussi cette mise en avant de son côté entrepreneur. Et en fait, donc, globalement, en fait, ce que je vois, moi, dans ces podcasts, en tout cas en regardant la construction identitaire, c'est qu'il y a tout un travail interactionnel qui est fait, et ce travail se base bien sûr non seulement sur ce qui est dit, mais aussi sur comment il est dit, et notamment au niveau du langage. Cette construction d'entrepreneurs utilise également des traits de langage jeune. C'est-à-dire que les anglicismes permettent notamment de se relier à toute la culture de la Silicon Valley, grosso modo, mais également le fait de dire c'est un truc de ouf, etc., ça va participer de la construction d'un certain type d'entrepreneur qui n'est pas du tout le vieux PDG français d'autrefois avec son cigare, mais qui va être un entrepreneur à la marque Zuckerberg. Ça, par moment, devient extrêmement explicite avec des parallélismes assez nets. Donc, le but, ça va être de se montrer à la fois sérieux comme professionnel, mais à la fois cool et un peu rebelle quand même.
Et donc, cela est donné pour moi au niveau du langage d'un mélange entre des traits plus professionnels et des traits qui sont extrêmement familiers, voire jeunes. Donc, en fait, ce que je vais essayer de faire, un peu, c'est de voir, d'accord, mais du coup, quelle est la recette du langage de startup? Et du coup, pour l'instant, je vous propose ça. Pour moi, dans le langage de startup, globalement, on va retrouver ces éléments. C'est-à-dire, il y a les anglicismes, ça c'est net. Il y a quand même de la langue des bois, disons, new managériale, de termes de ce type-là, de structures en complexe. On va retrouver beaucoup d'apocryphes et des sigles, à la fois professionnels et à la fois des apocryphes sur des termes de langage commun. Mais on va également retrouver beaucoup d'expressions argotiques, jeunes, du langage familier. Et aussi, bon, on ne les voit pas spécialement dans les sources que j'ai, mais un tutoiement qui est généralisé, qui fait partie de ces nouvelles dynamiques relationnelles. Donc, une communication qui est globalement très informelle. Et aussi, bon, si on regarde au format discursif, j'ai mis réunion en pitch PowerPoint, c'est-à-dire on va avoir certains formats, comme il y a un post-it, mais une ça fait partie, qui vont être spécifiques et donc qui font partie également de cette représentation. Donc, d'un point de vue sociolinguistique, bon, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a, en tout cas, je ne sais pas si on peut le définir en sociolecte, mais il y a une façon de parler qui est répandue à l'intérieur d'un certain univers ou écosystème, comme ils disent eux, l'écosystème startup. Donc, je pense qu'on peut considérer ce type de monde comme une communauté de pratiques et qu'à l'intérieur de cette communauté de pratiques, on voit qu'il y a certaines normes qui ne sont pas les mêmes que dans le reste de la société. C'est-à-dire, ce qu'on va appeler des normes objectives, c'est-à-dire c'est le traitement des habitudes linguistiques à l'intérieur de la communauté. Par exemple, les anglicismes, c'est-à-dire, alors que dans la idéologie linguistique française de base, on considère qu'il y a de l'linguisme, donc les études en sociolinguistique depuis longtemps montrent ça, c'est-à-dire que les anglicismes sont mal vus, encore aujourd'hui, vous avez souvent dans les médias ces débats sur l'invasion des anglicismes, etc. Dans le milieu startup, pour le coup, c'est plutôt valorisant d'utiliser des anglicismes. C'est bizarre de ne pas les utiliser. Donc, il y a comme un microcosme qui a des règles un peu particulières. Mais comme ce microcosme-là est un microcosme qui est au pouvoir, il ne va pas avoir les mêmes traitements que le microcosme des jeunes de banlieue, par exemple. Ça va être perçu très différemment dans la société. Cela dit, il y a plein de questions qui restent ouvertes. Déjà, c'est difficile à circonscrire qui parlerait ces langages de start-up. Alors, quelle est la différence entre plein d'autres milieux? Je ne sais pas, la finance, le marketing, est-ce que c'est du langage start-up ou pas? Quelles sont les différences? Est-ce qu'on peut trouver quelque chose qui serait spécifique? Puis pour l'instant, je ne me suis appuyée que des données issues d'Internet. Et donc, bien évidemment, dans un contexte médiatique, médiatisé, on ne va pas forcément parler d'un façon qui est dans la vraie vie. Donc, il faudrait aller voir ces gens comment ils parlent pour de vrai dans leur milieu de travail, mais aussi en dehors du milieu de travail. Il faudrait également comprendre s'il y a des différences en fonction des variables, par exemple, est-ce qu'il y a des différences de genre, ou alors est-ce qu'il y a des différences marquées d'un point de vue de l'âge. Par exemple, dans mon corpus, alors moi j'ai des qui sont jeunes, mais ils sont pas tous jeunes pareil, mais parlent plus ou moins jeunes. Et est-ce qu'il y a une différence Paris-Provence aussi, puisque c'est quand même quelque chose qui est assez récurrent, comme type de représentation en tout cas. Et également, à quel moment est-ce qu'ils commencent à parler comme ça? C'est-à-dire, est-ce que, notamment, dans les parcours d'accompagnement, il y en a vraiment beaucoup aujourd'hui avec des parcours d'accompagnement de formation pour les entrepreneurs, comme justement les incubateurs, etc. Est-ce que quelque part, il y a une socialisation de langagière qui fait que les personnes, petit à petit, vont adopter ces types de langage au niveau du vocabulaire, mais pas que, aussi sûr, dans les autres niveaux de la vie. Donc, la next step pour moi, ça va être clairement de faire du terrain. Il reste à comprendre où, comment et quand. Mais l'idée, c'est d'aller parler avec les gens et d'aller les enregistrer surtout, parce qu'à la base, c'est ça, plutôt, ma spécialité, c'est d'aller étudier les interactions en face à face. Donc, ça devrait faire du terrain dans des startups et ou dans des incubateurs, pour voir un peu quelle est la réalité des pratiques langagières dans ce contexte-là. Idéalement, peut-être en comparant aussi Paris et autres villes que Paris, ou à voir. Et bien, c'est tout. Merci.
Ce matin, j'ouvre donc à la salle à la fois en ligne et en présentiel. Donc encore une fois, pour les personnes en ligne, on vous entend. Si vous voulez prendre la parole, vous pouvez lever la main. Vous avez l'option sur l'application qu'on utilise. Ou sinon, on voit aussi le chat. Donc si vous voulez poser des questions par le chat, c'est possible. Donc en principe, et là je vois que maintenant la caméra me capte. Donc normalement, ça capte aussi la voix de n'importe quelle personne qui parle dans la salle. Donc j'ouvre à la salle s'il y a des questions ou des réactions, des remarques. Merci vraiment Vanessa, c'était hyper intéressant et tu as, par rapport à ce que tu as présenté à cette époque, enfin, l'année dernière, ça évolue et les parodies, ça apporte quelque chose. Dans les parodies, c'était surtout des hommes, il n'y avait pas de femmes, donc est-ce que tu peux, est-ce que le start-upper, il est typiquement masculin? Et donc ça c'est ma question et sinon des petites remarques, les parodies c'est comme pour les TED Talks, il y a plein de parodies sur les TED Talks, donc encore une fois tous ces nouveaux formats, ces nouvelles pratiques sont tellement, on les identifie tellement facilement que ça se prête à des parodies et je pourrais parler du LOA et du M2 et les rapports de stage et des échanges que j'ai eus avec les collègues des autres langues, quand il y a les anglicismes dans les rapports de stage et comment faire. Donc, on s'est dit, parce qu'ils reviennent, ils disent « Ah, mon N+1 » et les autres collègues, déjà moi, je suis habituée maintenant, mais malheureusement, c'était mon quotidien. Donc, vous riez, mais moi, je ris jaune. Et donc, on s'est mis d'accord pour faire une sorte de glossaire à la fin, mais c'est pour tout ce qui est anglicisme utilisé dans un rapport de stage à la fin du M2, ils sont à cheval entre le monde universitaire et le monde professionnel. Donc, c'est un genre compliqué, un genre discursif. Mais sinon, ma question, c'était sur le fait que les hommes soient surtout représentés dans ces parodies. En fait, oui, dans la parodie, c'est surtout des hommes, donc, globalement. En tout cas, les créateurs de la parodie sont plutôt des hommes. Parfois, parmi les employés, il peut y avoir quelques femmes. Et même dans le corpus du podcast, moi, sur 20 interviewés, 23 femmes. Donc, globalement, oui, c'est des hommes. Et d'ailleurs, ça, c'est perçu par le gouvernement apparemment comme quelque chose de problématique, parce que du coup, il y a beaucoup d'initiatives, de concours, de formations destinées aux femmes. Ainsi comme il y a des programmes qui sont destinés aux gens qui viennent de milieux défavorisés. Donc, globalement, en fait, ils font ces programmes-là parce qu'on sait bien que la plupart des créateurs d'entreprise restent des hommes privilégiés. Donc, oui, pour l'instant, c'est des hommes. Après, je trouve que du coup, ça serait intéressant d'aller regarder les femmes, parce qu'il y en a quand même, elles sont moins nombreuses, pour voir au niveau du langage. Dans le petit cursus que j'ai, moi, je ne remarque pas des différences très nettes, mais c'est difficile à dire parce que j'en ai peu et je ne vais pas regarder de façon systématique. Merci. Donc, il y avait Camille, ensuite, je suppose que c'est Sophia. Okay. Donc, Camille, vas-y. C'était une remarque vraiment plus petite, plus anecdotique, et encore merci pour ce travail qui est vraiment passionnant. Et c'est marrant, il y avait au moins 2 parodies, celle sur LVS Mon Instant et celle sur Carotte 4.0, où il y avait, je crois qu'il y avait 2 fois le mot concrètement, plus une explication, une reformulation de qu'est-ce que ça veut dire, ce que vous faites, tu vois. Et ça m'a un peu frappé, ce qui va dans l'idée que c'est un peu incompréhensible et tout. Et du coup, je me demandais je trouvais ça intéressant, en fait, l'idée qu'on reformule, on explique. Et je me demandais si finalement c'est quelque chose qu'on trouvait potentiellement dans le vrai podcast. C'est-à-dire que le vrai podcast, on est dans, ça va de soi que tu me suis, tu comprends, tu es dans mon univers, donc avec la langue qui va avec. Du coup, j'ai pas besoin de dire concrètement, je t'explique ce que je fais. C'est-à-dire que c'est un podcast qui est ouvert vers intégrer, en fait, tu vois, inclure en fait d'autres gens pour faire découvrir aussi des choses, parce qu'ils sont quand même là pour expliquer ce qu'ils font, ce qui marche, que les échecs sont des succès, etc. Ou est-ce que finalement c'était juste un ressort comique de la parodie qui permet de jouer sur la reformulation du langage? Alors, c'est sûr que je vais regarder parce que du coup, ça m'intrigue. Alors, les podcasts, il y a un côté un peu didactique, il vous explique aussi, mais c'est vrai que ça reste un peu un entre-soi, ils n'expliquent pas tout, de temps en temps, ils expliquent des choses. Ici, je pense que l'effet comique, il est assez clair. Je n'avais pas remarqué qu'il y avait les 2 concrètement, mais tu as raison.
c'est parce que bon, ça met en avant, bien sûr, ces côtés charabia, familial, mais disons, vraiment, ça ne m'étonnerait pas de le trouver aussi dans le podcast. Après, il faut voir, parce que par exemple, 40-44.0, là, en fait, il limite les types de langage qui sont censés utiliser avec les clients et avec surtout les financeurs. Bon, il y a aussi les business angels, là, qui disent j'ai rien compris et donc je leur ai fait confiance. C'est plus ou moins ça. Alors que les podcasts, quand même, s'adressent à communauté, non bien définie, mais plutôt des pairs. Mais c'est, voilà, regardez, parce que ça doit être une piste assez. Merci. Sophia? Merci beaucoup, c'était super intéressant. Je regrette d'avoir raté le début, mais c'est vraiment très intéressant et quelque chose me frappe, c'est ils ont fait un petit peu le côté Startup Founder Institute dans les années 2012-15. Et je me demande dans quelle mesure il n'y a pas un élément aussi de classe, c'est-à-dire que cette utilisation de l'anglicisme et le débit de parole extraordinaire, il y a un côté hustle, il y a un côté j'occupe la place. Et si vous perdez un peu j'insère un mot en anglais pour la science, parce que pour moi, les vrais start-upers, ils parlent anglais. Ils parlent anglais très bien parce qu'ils sont internationaux et ils vont partout et ils parlent entre eux en langue anglaise, mais pas cette version de langue anglaise. Alors moi, je ne sais pas qu'est-ce qui fait qu'on est un vrai start-upper ou pas, mais start-upper dans le podcast, ils ne sont pas forcément bons en anglais. Il y en a qui, à mon avis, ne parlent pas très bien l'anglais. Ils le disent même, hein, ils racontent, parce que parfois ils vont aux États-Unis et ils ne sont pas forcément des très bons locuteurs en anglais. Alors, il y en a qui travaillent et donc vivent aux États-Unis pendant quelques années, donc c'est là, j'imagine que du coup, ils parlent mieux. Mais ce n'est pas forcément ça. Hein. Les anglicismes, c'est des anglicismes qui sont vraiment très intégrés à la langue française, en bonne partie, et qui pour moi ne sont pas forcément un indice de linguisme. C'est vraiment votre question aussi à la fin, du managerial, le langage managérial. Ouais. Parce que, oui, ça c'est opinion, c'est pas, c'est pas un travail sur le terrain, mais au premier abord, comme ça, pour moi, ça c'est vraiment un langage managerial. C'est pas un langage start-upper, mais après, c'est une question de hijacking. Justement, ce que je voudrais comprendre, c'est où est la différence? C'est-à-dire, est-ce que si on va dans d'autres milieux où on a du langage managérial, par exemple, peut-être les gens ne vont pas dire truc de ouf, on s'en fout, parce que mes start-upers, ils disent tout le temps, on s'en fout, on est un fou, grave. Je veux dire, il y a tout un tas d'expressions extrêmement récurrentes que je crois qu'on ne retrouverait pas dans d'autres types d'interactions de milieux professionnels. Mais c'est une hypothèse encore à ce stade, hein, je ne suis pas sûre, c'est plus ma perception et les représentations que je vois circuler. Mais c'est sûr que ça reste à creuser encore. Hein. Oui, non, mais c'est très intéressant en tout cas. Merci. Merci, c'était très très intéressant, Vanessa. Ce qui me frappe, moi, c'est tout ce que tu as dit au début sur l'utilisation de la parodie sur les identités professionnelles. Alors, je ne connais pas très très bien la question, mais le peu que je connais, c'est pas quelque chose qui a été énormément étudié. Il y a les travaux de Shaida Izami qui a montré que la représentation de l'avocat en contexte américain, c'est pas du tout dans la fiction. Substrat professionnel, c'est pas du tout la même que la représentation de l'avocat dans les fictions à substrat professionnel au Royaume-Uni et en France. Et donc, ils arrivent à en déduire quelque chose du statut dans la société de l'avocat. Aux États-Unis, on va présupposer que c'est quelqu'un qui va chercher à arnaquer. Et là, je me dis finalement, notamment en lisant les commentaires, le start-upper, c'est juste une forme d'entrepreneuriat récent, mais c'est un métier identifié entrepreneur. Enfin, ça existe, quoi. Et surtout avec l'espèce de teinte politique hyper marquée,
ça m'interroge sur cette représentation dans la société de l'entrepreneur et de ce type d'entrepreneur. Ça pourrait être intéressant de confronter ça, parce qu'il y a des études sur la représentation de l'entrepreneur en France. En général, est-ce qu'elle est plutôt en sociaux, tu vois, est-ce qu'elle est plutôt positive ou négative, en sociaux des professions, et finalement, est-ce qu'il y aurait quelque chose, un schisme dans la société? Parce que ce qui est frappant, c'est start-up Macron parisien. Donc, en plus, il y a vraiment un anti-parisianisme qui transparaît très fort dans les commentaires, qui du coup sont une mine, j'ai envie de dire en creux, de cette représentation. Donc, est-ce que tu as une idée, notamment dans ce que tu vois dans le podcast? Est-ce que dans le podcast, par exemple, les gens qui interviennent, ils sont conscients de cette perception? Alors, déjà, dans les podcasts, les gens ne s'autodéfinissent pas start-upers, jamais. Ils s'autodéfinissent entrepreneurs ou CEO. Ouais. Jamais il y a les termes PDG d'ailleurs, alors qu'ils sont tous PDG, c'est toujours CEO et entrepreneur. Ou créateur d'entreprise à la limite, c'est toujours entrepreneur. Start-upper, c'est une étiquette qui est donnée par l'extérieur. Donc déjà ça, je pense que c'est intéressant. Moi, je choisis de parler de start-upper parce que je sais pas, je trouve que c'est plus évocatif. Mais eux, ils se définissent entrepreneurs. Et est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils projettent? Enfin, je ne sais pas si c'est eux qui le projettent ou si c'est la société qui le projette sur eux, mais de ça, là, c'est quand même super frappant. Une perception aussi négative d'une profession. Tu vois, tu aurais des vidéos de vétérinaires ou d'avocats ou je ne sais quoi. Il y a les fonctionnaires. Il y a toute une série sur fonctionnaire bashing, mais c'est incroyable en fait. J'ai envie de dire l'intensité de négativité dans les commentaires. Oui, mais alors, ils sont conscients, à mon avis, au moins un peu, oui, aussi, parce que du coup, ils font souvent des auto-ironies. Pas à ce niveau des violences ou de retour, mais je veux dire, très souvent, eux-mêmes, le système start-up, parfois, ils ont quand même un regard un petit peu critique, pas sur eux-mêmes, mais sur certains mécanismes du système. Ils se montrent comme un étant un peu différent dans notre dynamique. Donc, ils ont quand même un regard qui est par moments un peu critique, ou en tout cas un peu ironique. Et d'ailleurs, le fait que ces vidéos, sérieusement, eux, c'est des startups. C'est pour ça. Et c'est assez poussé. Et même Karim Duval, il a travaillé dans un startup avant de devenir comédien. Donc, en fait, c'est un monde où on est assez conscient et assez auto-ironique. Cela dit, cette violence que tu dis, et que je retrouve, je suis totalement d'accord, elle est aussi chronologiquement située. C'est-à-dire, c'est vraiment la période de 2017 et 2020. Déjà, aujourd'hui, je suis beaucoup moins des choses et ça choque moins. C'est comme si ça avait été intégré entre-temps. Oui, il y a vraiment cette période-là qui coïncide quand même avec les premiers gouvernements. On va peut-être pas. En 10 mots. Très bien. Univers proche de celui-là. On va regarder du côté des journalistes /streamers parce que toutes les apocopes là, on les retrouve aussi. Il y a une bonne ambi. J'aime beaucoup la propale de ce film, la DA de cette personne. Tu vois, tu as des utilisations aussi assez cool. Donc voilà, ça sera une piste pour plus tard dans ces milieux de l'entre-soi. Ouais, non, mais très, très merci. Mais d'ailleurs, certaines des personnes interviewées dans les podcasts, c'est des influenceurs aussi. Oui, et là, tu as aussi ces parodies qui sont faites par. Donc, voilà. Merci. Merci encore une fois.